effectivement, on va parler du storytelling digital aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Comment en faire? Comment l'en faire bien? Mais avant même en fait, d'entrer dans le vif du sujet. Pour répondre à ces questions, en fait, on va vous inviter à jeter un coup d'œil dans le laboratoire Alina et Wilfried, où Alina et Wilfried confectionnent en fait une communication storytelling. Vous allez voir, en fait, on associe des mythes qui viennent de la nuit des temps avec des outils très modernes, digitaux. Alors, en quelques mots, l'histoire de Alina et Wilfried, ça commence en 2010, effectivement, au CELSA, pendant l'executive MBA du CELSA. Moi, à l'époque, j'avais déjà travaillé pendant 8 ans dans un cabinet de lobbying parisien qui travaillait donc sur l'Union européenne et sur la France. Et j'ai souhaité, en fait, en 2010, élargir un peu mon parcours vers des compétences liées à la communication, puisque j'avais déjà travaillé sur des problématiques de communication interne des entreprises et communication institutionnelle. Donc, du coup, j'ai décidé de faire l'executive MBA du CELSA. Et c'est là où tout change, en fait, pour moi, parce que j'ai rencontré Wilfried, une très, très belle rencontre professionnelle, puisque nous avons commencé à travailler ensemble sur le storytelling pour écrire un mémoire. En fait, il fallait faire un mémoire professionnel dans le cadre du MBA. 18 mois de recherche sur le storytelling. À l'époque, donc 2010, on commençait à en parler un peu, mais enfin, on ne savait pas trop ce que c'était. Nous avons construit un concept, une boîte à outils, et puis pendant le MBA, doucement, on a commencé à se dire, et si on travaille ensemble? Et puis voilà, ce rêve a pris forme 2 semaines après le MBA, puisqu'on a eu notre premier client, puis on a testé le marché, et puis on a dit, on crée Alina et Wilfried. Pourquoi Alina et Wilfried? Parce que c'est notre rencontre, parce que c'est notre histoire. Et moi, donc, je suis la première moitié de Alina et Wilfried. Aujourd'hui, on fait donc du conseil spécialisé en storytelling et storytelling digital pour la marque. Ça peut être la marque commerciale, la marque personnelle ou la marque corporate, ou l'accompagnement de changement en entreprise, notamment tout ce qui est communication managériale, communication interne. Et aussi, on fait de la formation pour le CELSA, pour le CFPJ également, ou directement en entreprise. Voilà, maintenant, vous savez tout sur moi. Et on va entrer dans le vif du sujet. Alors, les points très rapidement qu'on va aborder ensemble. Déjà, je vais vous donner notre définition du storytelling, en fait, ce que je propose. C'est quoi le storytelling et le storytelling digital? Après, on va faire un petit retour aux sources. Pourquoi? Parce que pour comprendre les outils, il faut voir d'où ça vient. Et vous allez voir, en fait, on associe des outils qui viennent de la narratologie, la discipline qui étudie les récits, avec des outils qui viennent de la scénarisation et bien sûr de la communication. Et puis, le récit, c'est quoi une histoire? Enfin, tout le monde dit, quand on parle de storytelling, qu'il faut raconter une belle histoire. Mais ok, mais comment on construit l'histoire? Et là, je vais vous donner des outils, je vais vous proposer des outils super pratiques, en fait, comment construire une histoire, même si vous n'êtes pas très, très inspiré. Et puis, l'émotion, un zoom sur l'émotion. Pourquoi? Parce que c'est un élément clé du storytelling et du storytelling digital. Bien sûr. Donc, sur quelle palette émotionnelle jouer, en fait? Comment, notamment, utiliser l'émotion dans une communication? Quel est le dosage? Un zoom sur des outils digitaux. En fait, tout au long de la présentation, je donnerai beaucoup d'exemples. Et comme ça, vous allez voir comment ça marche et à quoi ça sert. Et puis, un zoom sur la méthodologie aussi, très vite, la démarche qu'il faut suivre pour faire une bonne communication storytelling. En tout cas, se donner les chances d'en faire une bonne communication storytelling. Voilà. Si c'est clair jusqu'à présent, en fait, je vais vous projeter une vidéo et je propose de faire une petite discussion sur cette vidéo avant de commencer, de passer à la phase décortication du sujet. Vous n'avez pas compris que je suis très occupé? Excusez-moi, un colis urgent vient d'arriver. Urgent? De qui provient-il? De vous? Il y a 20 ans. Merci. Quoi? Surpris? Je parie que tu t'en souviens même pas. Si tu regardes cette vidéo, cela veut dire que 20 ans sont passés. Nous avons peut-être perdu des cheveux, gagné du poids comme je te connais, ou plutôt comme je me connais, et que je sais qu'on a pu oublier pas mal de très 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 bonnes choses. J'ai donc décidé de m'enregistrer afin que l'on se souvienne de tous ces bons moments.
Souviens-toi du temps où nous étions des voyageurs, pas des touristes. Notre guide à l'époque était la curiosité, pas un manuel. Nous n'avions pas besoin d'une réservation pour passer une belle soirée. Tu te souviens ? Si tu te sens heureux, arrête ce film. Ah, je vois que t'es toujours là. Ah, l'avenir. Est-ce qu'on s'est marié avec elle ? Non. Et tu l'as enlevé la boucle d'oreille ? Après tout, t'es grand maintenant. Mais souviens-toi qu'on avait toujours du temps pour se faire des amis. Et pour apprendre. Pour apprendre qu'il y avait une époque pendant laquelle le monde entier disait « Ce n'est pas possible ». Tous les espoirs d'un pays ont prouvé que le monde s'était trompé. Et souviens-toi surtout que la vie n'est qu'une suite d'événements et que la façon dont tu choisis de vivre ces événements ne dépend que de toi. Où que tu sois dans 20 ans, ou plutôt où que nous soyons dans 20 ans, souviens-toi de notre voyage au Pérou. Ma chérie, Tu vas être en retard, c'est ça? as-tu déjà visité le Pérou? Tout ce dont vous désirez, vous le trouverez aujourd'hui au Pérou. C'est un exemple donc de vidéo storytelling. C'était une campagne donc pour la marque Pérou, vous l'avez très bien compris, avec une forte dimension digitale puisque ça a été diffusé sur les réseaux sociaux, une campagne internationale et une forte dimension relations presse aussi. Alors, je voudrais vous faire réagir un peu sur cette vidéo. Déjà, est-ce que vous avez aimé ou pas aimé, d'une part, et d'autre part, quels seraient les éléments en fait liés au storytelling que vous pouvez identifier dans cette vidéo? À votre avis, hein, c'est du brainstorming. Hein, vous pouvez dire ce qui vous passe par la tête. J'ai un micro pour vous. Bon, donc j'ai adoré. On est embarqué dans une histoire, donc et on veut même pas qu'elle se termine. Donc c'est ça. Je pense que on a la première seconde pour captiver le public et l'embarquer. Et donc je pense que pour moi ça c'est l'essentiel. Ensuite bien sûr c'est scénarisé, c'est fin, c'est subtil, mais voilà, ça c'est ce que je retiens le plus. D'accord, bah vous avez tout dit, hein, je peux partir en fait. Je voulais juste parler de l'émotion parce qu'effectivement ça entraîne une très forte émotion parce que c'est le retour en arrière, c'est toute sa vie, donc c'est. Oui. Je vous en prie. En fait, moi je trouve que ce qui est très bien joué, c'est qu'on s'y retrouve tous. C'est-à-dire que ça nous renvoie tous à nous-mêmes et à une expérience qu'on aurait envie de vivre. C'est vrai. Vous avez dit beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut réagir là-dessus? Je voudrais juste rebondir sur l'aspect identification. C'est vrai qu'on s'identifie tout de suite. Et ça, c'est mis en avant aussi avec le format cinéma. Tout à fait. Donc, quelque part, on est un peu acteur aussi. Voilà, ça, c'est très motivant. D'accord. Quelqu'un d'autre? Non, c'est bon. Est-ce que vous avez été déçu par la chute, en fait, par le message? C'est une question, vous avez le droit d'être déçu par la chute. D'accord. Même pas au premier rang. Il y a des personnes parfois qui sont déçues par la chute quand ils voient que c'est une histoire tellement belle qu'au moment où ils ont le message, ils se disent oh là là, c'était une publicité. Bon, ça arrive. Hein. Mais ce que je vous propose, c'est de passer plus loin et on va analyser ensemble cette vidéo pour voir quels sont les mécanismes de storytelling. Comment ça marche, pourquoi ça marche. Déjà, on va partir de la définition que je vous propose. C'est mise en récit. Donc, le storytelling est une technique de communication qui consiste dans la mise en récit des messages de communication pour faire connaître, adhérer ou agir en public donné. Alors, on a toujours utilisé, en fait, depuis la nuit des temps, le récit pour raconter, pour transmettre des messages. Par exemple, des valeurs, un savoir, ou pour les enfants, en fait, dans la pédagogie, on leur raconte des contes, etc., et leur expliquer des notions qui peuvent être un peu complexes. Alors, qu'est-ce qui différencie finalement le storytelling de la simple utilisation du récit? C'est parce qu'on a des objectifs.
En fait, on est dans une logique de brief de communication. On a des objectifs de communication en fait à atteindre. Et en fonction de ces objectifs-là, on va en fait construire une certaine histoire ou on va construire l'histoire d'une certaine façon. Et puis, extrêmement... Pardon, excusez-moi, c'est ma voix qui me lâche. On a aussi... dans le storytelling, quand on le fait de manière stratégique, parce qu'il faut retenir d'emblée en fait que le storytelling peut être fait de manière stratégique, où vous pouvez juste vous inspirer et le faire par touche. Mais quand on le fait de manière stratégique, en fait, on va travailler sur des thèmes universels, des mythes, des archétypes, des choses qui parlent à tout le monde. Quelqu'un a dit tout à l'heure, bon, on s'y retrouve tous. Bah oui, parce que la quête de la jeunesse éternelle, la quête de soi-même, c'est quelque chose qui nous parle à tous. Donc c'est pour cela en fait qu'on raisonne à ces histoires-là. Et puis, il y a deux éléments clés qui sont au cœur du storytelling. Il y a d'une part la raison. Pourquoi la raison, en fait? Parce que dans une logique, dans un récit, il y a une logique, en fait, de cause à effet. On part d'un point A pour arriver à un point B. Et puis, il y a la mise en récit par l'émotion. Pourquoi? Parce que dans une histoire, il y a aussi en fait un héros qui va avoir une quête, qui va devoir franchir plein d'obstacles. Et donc, du coup, ça suscite des émotions. Et c'est pour cela qu'on s'identifie au héros et qu'on adhère au message. C'est comme ça que ça marche. Aussi, lorsqu'en fait, par exemple, si je mets sur le tableau plein de chiffres qui ont peut-être une logique, voilà, ils sont liés, etc., vous n'allez pas retenir le message. Mais quand je vous raconte une histoire, vous allez le mémoriser de façon spontanée, ça vient tout de suite. Donc c'est la force du storytelling. Alors pourquoi le storytelling est-il tendance? J'ai plein de visuels avec des exemples parce que comme j'avais que 35 minutes, on m'a dit que je peux dépasser un peu. En fait, non, je reste là. En fait, je donne plein d'exemples par des visuels. Ça, c'est extrait d'une campagne de Guardian qui est en fait, et c'est une vidéo qui joue sur les 3 petits cochons, en fait, le conte revisité. Très bien, si vous avez envie de regarder, vous faites 3 petits cochons sur YouTube de Guardian, vous allez tout de suite tomber dessus et c'est super drôle. Et j'ai pris ce visuel en fait pour poser cette question, pourquoi le storytelling est-il tendance? C'est vrai qu'on en parle pas mal, hein, le storytelling digital, pourquoi aujourd'hui? Alors Wilfried et moi, on a fait une analyse là-dessus et on s'est dit qu'il y avait au moins 2 pistes qui sont très très importantes. La première, c'est qu'on a besoin de sens en fait. On vit dans une société où dans les entreprises, les salariés se posent beaucoup de questions, ils se contentent plus d'aller tout simplement gagner, avoir un salaire, puis repartir chez eux. Ils ont besoin de sens dans leur travail et aussi dans la consommation en fait. On le voit de plus en plus avec tout ce qui est le développement RSE, développement durable. Aujourd'hui, les consommateurs ont besoin, en fait, plus que d'acheter un produit, de donner un sens à leur acte d'achat, au-delà de cela. Et donc, on se dit que le storytelling, en fait, raconter une histoire, faire partie d'une belle histoire, d'une grande histoire, donne un sens à des projets, à l'acte d'achat, ça fidélise par rapport à une marque, etc. Et puis, Dominique Volton parlait de l'info-obésité environnante. Moi, j'aime bien ce terme parce qu'en fait, ça rend bien la multiplication des contenus vu le développement des outils digitaux aujourd'hui. Donc, on est confronté à beaucoup de contenus. Alors, pour une entreprise, pour une marque, comment réussir à percer dans tout cela? Et une bonne histoire perce vite parce qu'on l'aime bien et on va la transmettre et on va jouer sur la viralité. Alors, dans tout cela, qu'est-ce qui fait le storytelling? En fait, on a trouvé un moyen même technique pour pouvoir en fait retenir facilement les fonctions de storytelling. C'est déjà capter l'attention, comme disait Madame tout à l'heure. Hein. Donc, ensuite, il va captiver et ensuite il va convaincre par des arguments raisonnés. Il faut bien retenir que vous ne pouvez pas mettre que de l'émotion dans une histoire et après vous raconter n'importe quoi. Le storytelling est une technique de communication comme une autre, en fait. Vous pouvez manipuler avec le storytelling si vous n'avez pas une éthique. Et on vous conseille fortement en fait, d'avoir une éthique parce que sinon ça va se retourner contre vous. Parce que l'émotion est forte, c'est un levier émotionnel, un levier de persuasion très fort. Et donc si vous racontez n'importe quoi, ça va se savoir et donc ça va se retourner contre vous. Alors dans le digital, en plus, on peut jouer sur des leviers encore plus puissants qui sont l'interaction, la participation, l'immersion, la co-création, la viralité, etc. Et je vais vous donner plein d'exemples, comme ça vous allez voir comment ça marche. Alors quand j'ai fait la présentation, en fait, on n'avait pas ce visuel-là d'habitude pour montrer les 3 C du storytelling. Mais Wilfried m'a dit, parce qu'il a vu la présentation, il regrette de ne pas pouvoir être là avec vous aujourd'hui. Et il m'a dit, ça fait un peu macho, ça. Et en fait, j'ai dit, oui, peut-être. Mais en fait, justement, parce que j'utilise des visuels pour donner des exemples, c'est chercher, si vous avez envie, la vidéo Heineken de City, en fait. Et ça raconte une belle histoire. C'est notamment ce monsieur qui va chercher dans la ville, en visitant donc des endroits
cacher cette jolie jeune femme et qu'il va réussir à la retrouver. C'est vraiment un bel exemple de communication storytelling. Voilà, donc Heineken, The City, si vous avez envie de chercher sur YouTube, sinon je vous enverrai des liens, après vous me dites. Voilà, les enjeux du storytelling, c'est pas exhaustif ce que je vais vous dire, mais en fait, c'est des points clés qu'il faut avoir en tête. Ça sert à quoi en fait? Ça sert à vendre le storytelling. Ça, on le sait un peu parce qu'on raconte une belle histoire et on la vend bien, mais ça sert aussi et surtout à fidéliser, à créer une communauté, en fait, à partager des valeurs. Ça, c'est encore plus fort et plus intéressant pour les entreprises, à la fois en communication interne et externe, d'ailleurs. Et puis, ça sert à booster la notoriété. Pourquoi? Parce que ça amplifie la couverture presse, d'une part, et d'autre part, parce qu'il y a la viralité, en fait. Une belle histoire, on se la raconte, on la passe, et donc ça circule comme une traînée de poudre. Et puis, ça sert à jouer sur l'image, sur le capital sympathie de la marque, j'aime pas, notamment avec les réseaux sociaux, à gérer le territoire de marque. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un territoire de marque? Non? Oui, je dis en 2 mots. En fait, c'est en gros tout l'imaginaire associé à la marque. Si je vous dis par exemple, Danone, ça va être la santé par l'alimentation. Ou alors, Evian, c'est la jeunesse. Donc en fait, ça sert à raconter des histoires, à créer notamment du brand content pour renforcer ce territoire de marque ou le faire évoluer. Et puis ça sert aussi à manager et à accompagner le changement. Alors ça, c'est extrêmement important parce que en fait, le storytelling, il est venu en fait des États-Unis, c'est là où c'est développé, et c'est venu en fait de l'accompagnement du changement. Et en France, c'est venu après par la communication de la marque, et aujourd'hui, en fait, c'est en train de rebondir sur tout ce qui est accompagnement du changement. Donc on va parler de tout cela. Et puisque l'accompagnement du changement est une tendance qui émerge, en fait un petit zoom là-dessus. Déjà, donc si on dit que manager en fait est organiser et piloter une activité humaine pour une performance donnée, à quoi ça sert le storytelling? Ça sert à mobiliser les collaborateurs. Vous avez un projet, les gens ne se mobilisent pas trop, ils sont là, bon, est-ce que je vais faire, etc. En plus, il peut y avoir plein d'angoisses en ce moment, il y a la crise, des plans sociaux ou ce que vous voulez. En fait, en racontant une histoire autour d'un projet, vous allez en fait mobiliser les gens, vous allez pouvoir jouer sur l'émotion aussi, donc prendre en compte ces dimensions-là, et puis les projeter. En fait, voilà ce qu'on va faire. On ne peut pas juste faire un petit truc, croissance 0,2, mais en fait, on va innover, on va créer quelque chose qui va changer, je ne sais pas, le monde, notre activité, l'entreprise. Et puis aussi à créer, souder un collectif. Combien d'entre vous avez, je sais pas, été confrontés à des situations où vous avez une charte des valeurs de l'entreprise ou même de la marque et qui sont abstraites en fait? La proximité, l'innovation, la créativité, ce que vous voulez. Bon, très bien, mais tout ça c'est bel et bien joli, mais ça ne parle pas forcément. Donc du coup, en racontant des histoires qui incarne ces valeurs-là, peut être un bon moyen en fait pour pousser les gens en fait, pour les stimuler à s'approprier ces valeurs. Et si en plus à l'entreprise vous faites aussi aux gens raconter ces histoires ou des histoires, leurs propres histoires sur ces valeurs-là, déjà le pari est à moitié gagné. Donc voilà, ça sert aussi le storytelling à transmettre une identité, une mémoire, des valeurs et à souder un collectif. Et puis ça c'est un peu original aussi, c'est gérer des compétences. Alors comment est-ce qu'on peut gérer des compétences avec le storytelling? Xerox l'a fait, et pas aujourd'hui, il y a 20 ans ou plus de 20 ans, pour des techniciens qui réparent les photocopieuses Xerox. En fait, ils ne savaient pas comment mettre en commun tout ce savoir, et en plus ils étaient déployés à l'international. Donc du coup, ils ont créé une espèce de plateforme avec des astuces où les techniciens viennent raconter leurs histoires, comment ils ont réglé, je ne sais pas, tel cas ou tel cas compliqué, etc. Et donc, du coup, ça crée une communauté, un réseau avec des histoires sur les cas difficiles, intéressants, etc. Et ça a marché super bien. Hein. Enfin, le cas Xerox est vraiment un cas d'école pour la gestion des compétences grâce aux histoires que les gens se racontent. Parce qu'en fait, ils avaient remarqué en entreprise que normalement, que les gens, en fait, ils aimaient bien, au lieu de remplir un dossier un peu rigide, un peu strict, parler à la cafette ou s'appeler au téléphone des techniciens entre eux pour dire « Ah, tu sais comment je réglais le truc, machin, etc. » Donc, en fait, ils ont reproduit ça dans le digital. Alors, maintenant, en fait, avant même de voir quels sont les deux outils du récit, en fait, je voudrais vous donner un aperçu sur les vecteurs ou les supports où vous allez pouvoir raconter une histoire de façon super concrète. En fait, on peut raconter une histoire dans tout ce qui est print, bien sûr, livre, presse d'entreprise, un dossier de presse qui va donc se différencier. Si vous racontez une belle histoire, on peut raconter une histoire dans une publicité, comme vous avez vu, la vidéo, une campagne d'affichage, et on peut raconter une histoire dans un événement. Ça, c'est très
très fort en fait, un événement. Si vous avez envie de regarder un exemple de storytelling, on l'appelle expérientiel, où on fait vivre l'histoire au lieu de la raconter au public, vous pouvez chercher l'exemple de la publicité Renault UK, donc Royaume-Uni. Si vous tapez ça, Renault UK, vous allez voir, c'est un bel exemple de storytelling expérientiel. Et là, c'est en fait un visuel extrait d'une action de communication de Nivea, les 100 ans de Nivea. Ils ont fait le train Nivea. Alors, le train Nivea, c'était en fait un train où on mettait en scène les 100 ans de la marque, les produits Nivea dans la salle de bain. L'idée était bonne au départ, c'était intéressant, mais à mon avis, c'est un avis personnel parce que j'ai visité l'exposition, ça aurait pu être mené plus loin. Parce que si vous faites un événement, donnez-vous la peine en fait de créer vraiment l'ambiance, de jouer sur tous les sens, de pousser, de stimuler les gens, en fait, de les pousser dans une intrigue, de se poser des questions en fait. Faites-les vivre l'histoire. Et puis voilà, aujourd'hui, il y a le digital. Et avec le digital, non seulement le storytelling n'est pas mort avec le digital, mais il se réinvente complètement avec le digital. C'est une évolution extraordinaire et depuis 4 ans que moi je suis le storytelling, en fait, ça n'a pas arrêté de changer. Il faut que tout le temps que je me mette à jour, en fait, parce que sinon, ça va très très vite. Alors, la vidéo, par exemple, devient la web-série. Tout le monde, je crois, connaît un peu le principe de la web-série, une saga, voilà. Il y a plein d'entreprises qui le font. Il y a aussi la vidéo interactive. Tout le monde connaît la vidéo interactive ? Oui, non ? Non, bah, on va voir un exemple. En fait, c'est une vidéo où vous choisissez la suite vous-même, vous le public. Il y a aussi le web documentaire et le web reportage. En fait, vous pouvez raconter bien sûr une histoire sur un site vitrine classique, mais avec des visuels, une vidéo, même le texte. Bien sûr, le texte il est très très important. Mais vous pouvez aussi en fait faire des web documentaires ou des web reportages. Ça vient du monde journalistique. C'est en fait comment raconter une histoire autour d'un projet, mais vraiment en la travaillant, en la développant. Et aujourd'hui, l'entreprise s'en empare notamment pour raconter l'histoire de l'entreprise ou des grands projets ou des métiers ou des ce que vous voulez. Une histoire de marque, etc. Il y a les edu-games aussi, ça c'est scénarisé aussi. Les edu-games, c'est en fait des jeux sérieux, soit à des fins publicitaires, par exemple les Advert Games, donc en fait vous jouez à un jeu, mais c'est une publicité et c'est drôle, ça marche bien. Soit ça peut être des jeux à des fins pédagogiques, en fait, et donc là c'est des serious games où on apprend des choses, mais voilà, tout est scénarisé et on vous attire dans une histoire, vous ne savez même pas quand vous avez appris ce que vous avez appris, si c'est bien fait. Et puis, il y a les pommes. Est-ce que quelqu'un connaît les pommes ? Oui ? Non ? Oui, je crois que le CFJ a fait des formations. Alors les pommes, moi j'adore les pommes en fait. Les pommes, c'est des petites œuvres multimédia. C'est un concept très intéressant. C'est comme des diaporamas animés. Et pourquoi je dis comme ? C'est parce qu'en fait ça utilise l'image, la photo, mais c'est très très travaillé du côté de la scénarisation et de la prise de son. Et notamment de la photo aussi. Donc c'est très immersif. Moi j'aime beaucoup les pommes parce que ça rompt un peu avec la tradition vidéo. Ça marche très bien pour, par exemple, raconter des métiers, des projets, une entreprise. Et vous avez le temps de regarder l'image et en même temps vous entendez le son. Donc c'est très très puissant. Là c'est un exemple d'une pomme réalisée par Hans Lucas. Je pense que c'est même Hans Lucas qui intervient au CFPJ et qui est notre partenaire aussi pour la réalisation des pommes. Et ils sont très très bons dans ce qu'ils font. Et puis il y a la vidéographie, ça j'aime beaucoup la vidéographie. En fait, c'est un mélange de films, de vidéos et de photos. Et ça, pareil, le rythme, il casse tout le temps. Il y a des grands zooms sur des images et après, du coup, le personnage peut en parler, etc. C'est très, très bien. Si vous cherchez vidéographie sur YouTube, vous en allez trouver, c'est très bien. Et puis, et bien sûr, il y a les réseaux sociaux. Alors ça, c'est un sujet tellement vaste, le storytelling et les réseaux sociaux, que je peux juste faire un petit aperçu comme ça en vous disant que vous pouvez bien sûr découper votre histoire en plusieurs épisodes, la raconter avec des images, de la vidéo, mais bien sûr, et ça c'est très très important, il faut adapter en fait à la fois l'histoire et la façon dont vous la racontez à la spécificité de chaque réseau social. Et puis, ça ne veut pas dire en fait qu'il faut oublier le reste, ce qu'on a dit, de tous les moyens print. La grande question, en fait, au moment où vous décidez, si vous décidez de raconter une histoire dans votre communication, ça va être où est mon public, en fait ? Où est mon public, comment je peux le toucher? En fonction de cela, vous allez créer votre propre dispositif sur mesure. Wilfried et moi, on ne travaille que dans le sur mesure. C'est pas la peine de faire une usine à gaz. Peut-être que juste un petit site vitrine avec une vidéo virale, ça suffira. Et vous aurez plus de résultats que si vous mettez, je ne sais pas combien, quel montant, etc. dans la communication. Donc, pour faire cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir d'un diagnostic. Un diagnostic très, très poussé. C'est la base, c'est le socle.
Maintenant, en fait, juste en zoom, on va passer aux outils. Là, on entre dans le vif du sujet. Juste en zoom sur d'où viennent nos outils. Donc, je vous parlais de la narratologie, qui est la discipline qui étudie le récit, qui est émergée en fait au XXe siècle. Mais avant même de parler de la narratologie, en fait, il y a eu quelqu'un qui a tout dit, presque, sur le récit. En fait, je pourrais m'arrêter presque là. C'est Aristote. 4e siècle avant Jésus-Christ, en fait, il donne la définition de le récit. Il dit une histoire, c'est un début et une fin avec un rapport de cause à effet. Ben, vous allez voir dans le schéma que je vais présenter après pour l'histoire, c'est exactement ça. Et puis, il dit encore quelque chose de plus important, autre chose, c'est il donne la définition de l'intrigue. Et pourquoi l'intrigue, elle est tellement importante? Parce qu'une histoire sans intrigue, que ce soit dans le digital ou pas dans le digital, c'est pas une bonne histoire. Vous n'allez pas plonger dedans. Vous avez vu la vidéo sur le Pérou, c'était 2032, tout de suite, ça vous a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, il s'est envoyé à lui-même une clé USB il y a 20 ans. Mais pourquoi? On est déjà dedans, on a presque vu un film qui dure 3 heures. Bah, l'intrigue, c'est ça, en fait, c'est la tension entre un nœud et un dénouement. En fait, c'est quoi le nœud? C'est quoi le dénouement? Alors, le nœud, c'est tout simplement et tout. Bêtement, j'ai envie de dire, tous les obstacles que le héros doit traverser en fait pour atteindre sa quête. Et le dénouement, ça va être toutes les actions, donc en fait le fait qu'il dénoue ce nœud. Voilà, vous allez voir comment ça marche. Et puis quelques narratologues, certains d'entre vous ont envie en fait de lire un peu là-dessus sur le récit. Vladimir Trop, c'est lui en fait au début du XXe siècle, c'est un narratologue russe. Donc il va en fait, c'est un folkloriste, il étudie les contes russes et il se rend compte en fait qu'il y a des fonctions types qui reviennent dans les contes. Et à partir de là, il commence à étudier le récit et vient avec toute une théorie là-dessus, qui ensuite va être reprise dans les années 60-70 en fait en France. Et s'il y a un nom à retenir, c'est Algirdas Julien Grémas. Alors lui, c'est un narratologue qui va notamment concevoir les 2 schémas que vous allez voir, que nous avons adaptés en fait pour la communication. Et puis Gérard Genette aussi à retenir, parce qu'il a un point de vue très intéressant sur le récit en fait, qui est super intéressant aussi pour le récit dans la communication du coup. Et après, le storytelling, comment il arrive? Il arrive dans les années 1910 avec Stephen Denning. On le considère le père du storytelling. Et lui, il parle notamment du storytelling appliqué à la communication de changement. Et il fait toute une théorie là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il était à la Banque mondiale. En fait, il gérait le knowledge management, la gestion du savoir. Et puis, il s'aperçoit qu'il n'arrivait pas à mobiliser ses collaborateurs, et en racontant des histoires, il arrive à les mobiliser. Et donc, du coup, il se dit, il y a quelque chose ici. Et il commence donc à construire le concept. Et puis, aujourd'hui, il est super connu. Il a écrit plusieurs bouquins, etc. Donc, il est très bien. Et puis, moi, j'aime bien aussi Robert McKee. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de Robert McKee? Oui. C'est un script d'acteur. Oui. Tout à fait. Oui, et en plus, il est un script. Donc, qu'est-ce qu'il fait en fait? Un script d'acteur, c'est comme un médecin qui vient regarder les scénarios et puis il va voir comment il peut améliorer, etc. Et puis, il transpose ça dans la communication. Ça, c'est intéressant. Il y a un bouquin qu'il a publié il n'y a pas longtemps et il a été traduit en France, Story. Il y a un séminaire, il fait un séminaire un peu partout dans le monde aussi sur le sujet et il explique notamment comment jouer sur les mécanismes de la scénarisation dans la communication. Et c'est pour cela que, en fait, il y a eu plusieurs personnes qui ont dit voilà, il y a une scénarisation dans la vidéo Pérou. Bah oui, il y a de ça. Et Christian Salmon, le polémiste qui a fait en fait connaître le storytelling en France, il a publié un bouquin, je ne sais pas si vous l'avez lu, La machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits. Quelqu'un l'a lu? Oui. Oui, voilà, donc il parle du storytelling, il explique que ça peut être une technique de manipulation, ce qui est vrai, ça peut l'être, et il analyse surtout le storytelling appliqué à la politique, qui est un sujet un peu à part. On ne va pas parler de la politique. Maintenant, les schémas narratifs et leur application en fait pour le storytelling. Donc, dans une histoire, il y a quoi en fait? Il y a des personnages et une action. Donc on va voir comment construire les personnages et l'action avec ces 2 schémas. Déjà le schéma canonique ou le schéma de l'action, vous allez voir, c'est assez simple mais pas simpliste. En fait, dans toute histoire, quand vous commencez à la construire, il y a une situation initiale marquée par un manque ou un méfait. En fait, une situation d'équilibre qui connaît un déséquilibre pour une raison quelconque. Si on prend un exemple super simple, par exemple l'exemple d'un conte classique, on va dire dans un royaume éloigné, tout se passe bien et tout à coup la princesse est enlevée par un dragon. Voilà. Et puis toute histoire finit par une situation finale marquée par une sanction. Mais la sanction, c'est pas dans le sens négatif, c'est plutôt le dénouement du nœud dont je parlais tout à l'heure.
Et ça va être, par exemple, la princesse est ramenée à son papa et avant, le prince, il se marie avec elle. Ça, c'est la sanction pour le prince. Et puis, puisqu'il a osé, il l'a cherché lui-même. Et au milieu, en fait, la situation initiale et la situation finale sont liées par ce qu'on appelle la transformation, en fait, une suite d'actions, des épreuves qui lient, en fait, les deux points. Et il y a 3 types d'épreuves que c'est intéressant d'avoir en tête. L'épreuve qualifiante, notamment. Pourquoi qualifiante? Parce qu'au départ, il y a plusieurs princes et il y a un seul qui va avoir le courage, les qualités et l'amour qui va lui permettre de sauver la princesse. Il y a l'épreuve principale, ça va être quoi? Ça va être le face-à-face entre le dragon et le prince. Et là, le prince lui coupe la tête, voilà, au dragon. Et puis l'épreuve glorifiante, ça va être quoi? Ça va être en fait le prince qui embrasse la princesse, voilà. Puis il se marie avec elle et la ramène à son papa. En fait, vous voyez, toute histoire, quand on la construit, en fait, elle est construite comme ça. Parce qu'on sait très bien d'où on part et où on arrive. Et surtout dans la communication. Parce que si vous êtes écrivain, vous écrivez un roman, là, je ne me mêle pas. Hein. C'est vraiment l'acte créatif en tant que tel. Mais dans la communication, on a des objectifs. Donc, il faut faire passer des messages clés. Donc, il faut savoir d'où on part et où on arrive. Et puis, comme disait Gérard Genette, dont je parlais tout à l'heure, il faut faire la distinction entre l'histoire et le récit qu'on en fait, ou les récits qu'on en fait. Pourquoi? Parce que moi, quand je vous raconte mon histoire de princesse, je peux commencer ici par l'épreuve principale, ou l'épreuve glorifiante, ou la qualifiante, etc. Et je joue sur votre curiosité. Donc ça, c'est important, et surtout dans le digital. Si on regarde la vidéo sur le Pérou, on va voir effectivement qu'on part d'une situation initiale, on est en 2032. La provocation, c'est quoi? C'est la clé USB. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Une suite d'actions, on revit sa jeunesse. La sanction, je décide d'aller au Pérou. La situation finale, le message de la marque. Vous voyez? C'est presque magique. Et maintenant, on passe au schéma des personnages. Alors, ce schéma-là, il y a un tout petit peu plus compliqué, mais vous allez voir, finalement, ce n'est pas aussi compliqué que ça. On appelle ça le schéma des actentiels ou des actants, en fait. Il y a des forces agissantes. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Dans toute histoire, vous avez un dessinateur. Par exemple, si on reprend notre histoire de princesse, le dessinateur, ça va être celui qui va commander la quête. Ça va être le père de la princesse, qui va commander au héros, donc, d'aller sauver la princesse. Le héros va avoir un objet valorisé, ça peut être un personnage, une chose, un état, ce que vous voulez désirer par le héros dans notre histoire, donc sauver la princesse. Et après, il y a un destinataire qui peut être parfois le même, c'est-à-dire dans notre histoire de conte, ça va être toujours le père, mais dans la vie de l'entreprise, par exemple, ici, ça va être la marque, l'entreprise qui va en fait destiner un message au public. Et après, vous avez un héros, un objet valorisé. Et puis, tout héros est aidé par quelqu'un ou quelque chose. Hein. Donc, c'est l'adjuvant, c'est le gentil, l'aide gentil. Ça peut être, par exemple, l'épée Excalibur pour le roi Arthur. Ça peut être dans l'entreprise, par exemple. Ça peut être, je ne sais pas, la motivation, des compétences, l'équipe, une idée, une chose. Et puis, très, très important, pour muscler votre intrigue, c'est le méchant dans l'histoire. C'est qui le méchant ? En fait, c'est celui qui empêche les obstacles, qui empêche le héros d'atteindre sa quête. Et ça, c'est important parce que si vous ne musclez pas le méchant et les obstacles, vous allez voir une histoire plate. Donc, ça va intéresser personne. Et dans l'entreprise, en fait, le méchant, ça peut être la concurrence, les délais, l'impossibilité de, je sais pas, inventer une technologie qui révolutionne le monde, ce que vous voulez. En fait, ce sont des choses, des personnages. C'est difficile de dire, c'est Monsieur Dupont, le méchant. Voilà. Donc il faut trouver des obstacles qui sont liés à votre projet, au public, des angoisses du public, si c'est une communication de marque, que sais-je. Voilà. Si on revient à notre histoire de Pérou, à votre avis, c'est qui le héros? Difficile de se projeter dans le Pérou parce qu'en fait, on doit se projeter dans un héros qui est humanisé, qui nous ressemble, sinon ça ne peut pas marcher. Le jeune ou le vieux? Parce que le héros est toujours en fait en lien avec un objet valorisé. Qu'est-ce qu'il cherche, le monsieur qui n'est pas très très sympathique au départ, mais qui le devient par la suite? Donc c'est qui? De retrouver sa jeunesse. Donc en fait le héros, c'est le vieux. C'est le vieux parce que c'est lui qui veut retrouver sa jeunesse. C'est lui qui veut aller au Pérou. Donc toujours, quand vous pensez à un héros, il faut le voir en lien avec l'objet valorisé. Et aussi, quelque chose de très important, le Pérou se positionne en fait sur le marché 40 ans, CSP+. Donc en fait, il va viser ce public-là. C'est moi, c'est vous. Donc du coup, c'est pas vraiment le jeune. Le jeune, en fait, il va être plus un adjuvant. Et avec la clé USB, par exemple. Et le méchant, c'est qui?
Ça aussi, oui. Et puis, quelque part, lui-même, ce qu'il est devenu, parce qu'il n'est pas très sympathique. Il dit à sa secrétaire, vous n'avez pas vu que je suis très occupée? Oui, sympa, hein. Et puis, le destinateur, c'est qui? Ça va être la marque Pérou. Et puis, le destinataire, ça va être le public que la marque Pérou vise. C'est clair jusqu'ici avec les schémas? C'est important de comprendre ces choses-là, parce que si vous ne les comprenez pas, après, c'est difficile de voir par la suite comment ça marche. Oups. Maintenant, en fait, on va faire le zoom sur les émotions et je vais vous projeter juste une vidéo qui dure 1 minute 30 environ. Et en fait, c'est une vidéo, vous allez voir une histoire vraie. Je vais un peu plomber l'ambiance. C'est une vidéo diffusée par la fondation Topsy, en fait, et qui parle du traitement contre le sida. Et c'est une histoire vraie. Célina a accepté d'être filmée pendant 90 jours. Et je vais vous demander de regarder très, très attentivement dès le départ. Vous allez voir pourquoi. It was dark when I found you. I'll build you a house in the oak tree outside, and you can come back whenever you'd like. Don't be frightened, I'll set you up right, 'cause everyone needs somebody sometime. I'll leave the light on so you know I'm at home, and you can come in. You won't be alone. Don't be scared of the night, 'cause I'll fix you up right, 'cause everyone needs somebody sometime. Donc voilà, c'est une histoire vraie. Vous avez compris le mécanisme ou pas? Moi, je ne l'ai pas compris la première fois. Hein. Donc. Oui et non. Ah, un peu. Ça joue sur cela, oui. Il faut que je vous dise aussi en fait quel est le contexte exact. C'est une vidéo diffusée surtout en fait sur les réseaux sociaux, mais surtout visant l'Afrique du Sud, où il y a un gros problème, c'est qu'il y a un très très important pourcentage de la population qui est atteinte du sida, et les gens ne croient pas aux vertus du traitement. Donc du coup, c'est en fait le mécanisme est à l'envers, hein, le premier jour et le dernier jour. Donc en fait, elle réussit à guérir, à être en état normal et à pouvoir mener une vie normale. Donc le message, il est double. Trouver des fonds, mais pas tant que ça, en fait, communiquer sur le fait qu'on peut, si on se fait traiter, on a une chance de vivre normalement. Et pourquoi j'ai choisi, en fait, cette vidéo, c'est pour introduire donc, le sujet des émotions, en fait, le zoom. On a dit au départ qu'il y avait quoi dans le storytelling? Une histoire, on a vu comment c'est construit, et maintenant, il y a les émotions. Et en fait, une des questions qu'on peut se poser, c'est quelle palette émotionnelle jouer et comment doser l'émotion dans une histoire. Et pourquoi le storytelling il est plus intéressant que d'autres techniques de communication? Parce qu'en fait, il a une approche qualitative, j'ai envie de dire, de l'émotion. Pourquoi? Parce qu'il peut jouer, en fait, dans une histoire très courte, on peut jouer sur une palette émotionnelle assez diversifiée, en fait. Et on peut choisir d'emblée par exemple, jouer sur des émotions liées au plaisir, au contentement, à l'humour, ou alors des émotions un peu graves. Vous avez vu, entre la vidéo Pérou et la vidéo Célina, il y a quand même une différence sur la palette émotionnelle. On ne ressent pas du tout les mêmes émotions. C'est fait exprès. Et c'est parti d'un diagnostic. Là, pour vous aider, en fait, je propose une classification des émotions faite par Michel Larrivé, une psychologue canadienne, mais bon, il y en a d'autres. Ce qu'il y a à retenir, c'est en fait que Michel Larrivé dit qu'il y a des émotions simples et des émotions mixtes, qui sont des mélanges d'émotions simples. Et en fait, les émotions simples sont au nombre de 11. Il y a d'autres psychologues ici, il y en a 6, 8, etc. Et en fait, les émotions simples partent des négatives ou des positives vers les négatives ou l'inverse, c'est comme vous voulez, mais c'est la peur, la haine, la colère, la tristesse, la nuit, l'impatience, et après, on rebascule vers des émotions positives, nostalgie, attendrissement, contentement, plaisir, désir.
Et vous, quand vous posez la question, j'ai envie de raconter une histoire dans ma communication, vous allez vous dire, ok, mon public, il est comment? Il a 20 ans, je vais communiquer sur l'Orangina, ben, je vais faire une communication décalée, je vais raconter une histoire qui est vraiment, qui déconne complètement. Si au contraire, je vais cibler les 40 ans plus et je vais leur dire, le Pérou, c'est vraiment être, si vous faites un voyage, c'est des voyageurs et pas des touristes et retrouver votre jeunesse, ben, je vais choisir une autre palette émotionnelle. Donc c'est extrêmement important, c'est pas scientifique, je peux pas vous donner ici la recette, voilà, pour n'importe quelle vidéo, n'importe quelle situation, en fait, cette communication-là. C'est une question, ça part du diagnostic. Il faut connaître votre public, mais vraiment bien, décrivez-le, essayez de le comprendre, et puis vous allez choisir votre palette émotionnelle et surtout doser l'émotion. Parlez-en, travaillez en équipe, que ce soit en communication interne ou en communication externe, parce que si vous ne la dosez pas, ça va être tarte à la crème et personne ne croira à votre histoire. Donc voilà ce que disait monsieur tout à l'heure. En fait, quand on voit cette vidéo, on ressent plein d'émotions. On ressent à la fois de l'angoisse, de la peur, de la surprise, de la joie, de l'admiration, de la culpabilité, parce que Célina est malade et nous, on ne l'est pas. Et puis voilà, de la tristesse. Donc c'est très personnel, les émotions. Mais ce qui fait, c'est qu'on ressent un cocktail d'émotions de ce type-là. On s'identifie au personnage et on adhère au message. C'est comme ça que ça marche. Et maintenant, en fait, une autre palette émotionnelle, et j'ai introduit vraiment les outils sur les digitaux, le chapitre. Donc, je vais vous diffuser une vidéo interactive faite pour le parc Astérix. Vous allez voir, mais je vais faire les choix pour vous, du coup. Je vous laisse découvrir ça. Je vous dis juste le contexte. C'est pour donc le parc Astérix qui avait une clientèle plutôt famille et qui veut cibler les jeunes. J'ai choisi fuir. Hein. Secours mon ami par un SMS et vous allez voir c'est ce qu'il va faire. Hein. Vous allez pouvoir découvrir tout ça par vous-même. Hein. Je ne vous dévoile pas la suite, mais la vidéo interactive, c'est ça. Et vous voyez là, c'est une palette émotionnelle qui associe peur, mais aussi humour, plaisir. Et ça a super bien marché. Pourquoi? Parce que les jeunes qui voyaient le parc Astérix, un peu le style, voilà, c'est pépère, en famille. En fait, ils ont trouvé ça bien. Et donc, ça a créé de la viralité sur la toile. Et ça a super bien marché, la campagne. Et notamment, en fait... J'ai choisi cela pour parler donc, du storytelling digital, pour avoir un zoom, maintenant que vous avez compris comment ça marche, sur quelques exemples. Pourquoi ça marche, comment ça marche? En fait, les fonctions du Web 2.0 en fait, qui font qu'on parle aujourd'hui du storytelling digital, ça va être l'instantanéité, en fait, tout se passe en même temps, donc vous pouvez réagir super vite, les interactions avec vos publics et la co-création de contenu possible, ça c'est extraordinaire et ça marche très bien en communication interne. Claire va vous expliquer comment ça marche après. Les usages, ça va être en fait, aujourd'hui on passe très facilement d'un écran à l'autre et donc quand vous allez pouvoir construire votre dispositif digital
digital, vous allez pouvoir jouer à la fois, par exemple, sur une petite application, l'Internet, enfin la TV, si vous êtes vraiment dans une grande campagne, le iPad, ce que vous voulez. Et le offline et le online, en fait, sont confrontés à une porosité, c'est-à-dire vous ne pouvez plus raconter quelque chose sur un support offline et autre chose sur le support online, si jamais vous avez eu l'intention. Donc il faut penser votre communication de façon globale. Et la même histoire doit être racontée, même si différemment, partout. Et puis, qu'est-ce qui change en fait pour le storytelling? C'est la structure de la narration. En fait, pratiquement ce que je vous ai dit, le schéma, les deux schémas de construction restent, mais après le récit peut devenir multiple et vous pouvez en fait attirer l'internaute ou la personne, votre public, dans la co-création de l'histoire, en fait, dans la scénarisation de l'histoire. Il y a de nouvelles formes de contenu et de nouveaux vecteurs. Et puis voilà, il y a des stratégies, la stratégie cross-média ou transmédia. Est-ce que vous connaissez cross-média et transmédia? Ça vous parle ou... D'accord. L'interaction, en fait, ça va être comment? La navigation, si vous voulez, par exemple, raconter une histoire sur un site internet, vous allez pouvoir le faire sur un site où la navigation est complètement libre et vous devez réfléchir et construire votre histoire de sorte à ce qu'elle soit cohérente. C'est-à-dire, moi, en tant que public, je vais dans n'importe quelle rubrique, mais il faut que je comprenne l'histoire que vous racontez ou les histoires que vous racontez. Ça peut être aussi scénario imposé, comme dans la vidéo interactive. Donc vous avez certaines voies, en fait, sur mon site internet, pour arriver d'un point A à un point B ou un point C, vous devez forcément passer par le B. Sinon, vous ne pouvez pas y arriver. Et donc mon histoire, je vais la scénariser dans ce sens-là. Et il y a la co-création de contenu aussi possible, soit selon un scénario, j'aime pas, par exemple, ou choisissez entre deux possibilités, comme dans la vidéo interactive, soit tout simplement librement. Sachez cependant que si vous faites de la co-création libre, c'est très difficile de contrôler en fait, parce que voilà, il faut qu'il y ait une direction, ou alors vous prenez vos risques, vous avez des bons community managers et à chaque fois vous corrigez en cours de route. Et le récit devient multiple. Au lieu d'avoir cette structure-là, début, fin, vous le construisez comme ça au départ, et j'insiste, parce que c'est en fonction d'un objectif de communication, mais après, votre histoire, en fait, elle peut avoir des portes d'entrée, plusieurs portes d'entrée, en fait. Et il faut que ça reste cohérente, c'est possible. Si vous regardez un web documentaire, vous allez très vite comprendre de quoi il s'agit. Et puis les scénarios peuvent devenir évolutifs. Et c'est d'autant plus intéressant lorsque vous impliquez en fait vos publics dans le choix du scénario. Les formes de récit, en fait, on appelle ça les visuels narratifs dans le digital. C'est quoi l'image? L'image, elle peut raconter une histoire. Une seule image, par exemple la campagne Orange sur les 4G, je ne sais pas si vous avez vu des affiches, on joue sur la sémiotique, on met en scène en fait les super pouvoirs de la 4G en jouant en fait sur toute la symbolique autour des héros. C'est aussi une vidéo, etc. Donc en fait, vous faites quoi? Vous prenez au niveau de la sémiotique des symboles super forts qui résonnent dans la mémoire et vous racontez une image par touche. C'est aussi le cas de Spider-Man avec Evian. Je ne sais pas si vous avez vu la publicité. Non, c'est super sympa, elle est rigolote. En fait, regardez-la si vous avez envie, ça parle à l'enfant en vous. Et puis il y a aussi, par exemple, la possibilité de mettre sur un web documentaire, ça c'est un web documentaire qui s'appelle Pékin sans frontières, de mettre en fait en récit deux images à deux moments différents. Par exemple, là, c'est la place Tiananmen, en fait, en 49, et là, c'est aujourd'hui. Et vous jouez comme ça, en fait, sur une histoire entre ces deux moments-là. La vidéo, c'est la vidéo classique, ce que vous avez vu sur le Pérou. Là, c'est une campagne. La Suisse, c'est pas que de la montagne, deux campagnards qui arrivent à Zurich et ils vont vivre une histoire de fou. J'aime bien, c'est très rigolo, très décalé et c'est un bon exemple de storytelling. La web-série. Si vous avez envie de regarder une qui est intéressante, notamment aussi sur le tourisme, c'est sur les Pays-Bas. Holland School, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la Hollande, c'est beaucoup plus que des tulipes et le fromage. Et après, ça met un peu en scène ça. Et puis le son, le travail sur le son, il est extraordinaire. Et dans le digital, je vous invite vraiment à travailler avec le son. Parce que là, c'est un exemple de web documentaire sur la ville de Bondy. En fait, ça met en scène les personnages qui parlent et c'est très touchant parce que chaque personnage prend la parole. Mais ça peut être aussi La Pomme, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est très travaillée au niveau des sons. Pas uniquement ce que racontent les personnages, mais aussi les sons de l'environnement. C'est très immersif. Et puis là, c'est un exemple d'histoire racontée qu'avec des sons, en fait. Des sons qui représentent des actions que vous pouvez faire. Par exemple, au Royaume-Uni, vous pouvez composer en fait, votre journée à venir au Royaume-Uni en n'entendant que des sons. En fait, vous entendez le bruit du thé qui coule dans la tasse, la balle de tennis, etc. C'est le son, en fait, pour raconter des histoires. Donc, vous voyez, on ne travaille même pas avec les mots. Et on travaille aussi quand même avec les mots. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a une revisite
revisite ou une tendance de revisite de tout ce qui est écrit dans le digital, pas uniquement sous la forme très courte à laquelle on s'est habitué, mais aussi là, c'est un exemple de les 1000 jours sur la guerre en Syrie. C'est l'initiative d'un journaliste américain qui fait un jeu interactif qu'avec des mots. C'est le seul visuel. Hein. En fait, c'est sur le principe des livres dont vous êtes le héros. Vous choisissez un personnage, il y a 3 possibilités, et puis vous vivez en fait la guerre en Syrie, et comme ça vous comprenez vraiment ce que ça veut dire. Et il n'y a que du texte. C'est une initiative intéressante à voir le résultat, c'est très récent. Cross-média, transmédia, c'est tout simplement une histoire, raconter la même histoire, racontée sur tous les supports. Ça, c'est le cross-média. En fait, vous ne changez pas l'histoire. Et le transmédia, ça va être quoi? C'est en fait, vous avez plusieurs médias, plusieurs petites histoires qui composent une grande histoire. Et en fait, le but, c'est d'entraîner le public d'un média à l'autre et d'avoir quelque chose de cohérent pour faire de la viralité, en fait, pour créer une communauté. Le plus important, c'est d'avoir une stratégie de storytelling globale en fonction de vos objectifs. Ça, c'est extrêmement important. Et d'avoir une forme de l'histoire adaptée à chaque média. Exemple, la vidéo interactive que vous avez vue, c'est l'exemple de transmédia, c'est-à-dire que vous pouvez construire votre dispositif sur mesure, vous n'avez pas besoin de faire une usine à gaz. C'est la vidéo interactive que vous avez vue, une campagne d'affichage avec un site internet, des relations presse, un événement, parce que c'était fait pour Halloween, donc il y avait une dizaine de nuits en fait, où on pouvait vivre cette expérience. Qu'on pouvait vivre en live. Donc, si vous alliez, par exemple, dans le parc, vous allez rencontrer le tueur, vous pouvez vous prendre en photo avec. Et après, on peut mettre ça sur Facebook, les réseaux sociaux. Et maintenant, un exemple, et avec ça je finis, en fait, de storytelling appliqué en communication managériale interne. IBM, je ne sais pas si vous connaissez la communication que fait IBM, et pour les 100 ans d'IBM, ils ont fait un web documentaire et ensuite c'était déployé au niveau international. Et comment ils ont fait? Donc l'histoire, c'est quoi? C'est IBM a changé le monde, en fait. Chaque crise a poussé l'entreprise à créer quelque chose de nouveau, et ça a changé le monde complètement. Et puis, c'est en fait les hommes et les femmes qui travaillent pour IBM qui ont fait tout ça. Et il y a 100 histoires racontées par 100 personnages, et ça commence avec un centenaire. Et puis tout ça, c'est décliné dans un livre, une exposition, on pouvait vivre notamment le storytelling expérientiel, des débats, etc. Vous allez voir, je vous diffuse juste quelques secondes en fait, du film emblématique pour voir ça veut dire quoi les hommes qui ont changé. born 100 years ago, 1911. Another important thing happened that year. 3 companies took a bold step and created the Computing, Tabulating, Recording Company. And the world was about to get a whole lot smarter. By 1912, the year I was born, the company already... Vous voyez, en fait, c'est la mise en récit et ça finit avec les salariés aujourd'hui. Dans chaque pays, par exemple en France, il y a des salariés qui prennent la parole et qui racontent IBM et leur vie, en fait, et comment ils voient l'entreprise, etc. Donc c'est une communication storytellée. L'élément central, ça va être cette histoire. IBM a changé le monde et en fait, IBM, ça veut dire des hommes et des femmes. Et c'est vachement bien fait, ça a eu un bon écho. Alors, dernière slide. Je reviens sur comment faire si vous avez une commande externe, en communication externe ou communication interne, et faire une communication notamment storytellée. Vous partez toujours d'un diagnostic, et ce diagnostic, ça doit être basé sur la plateforme de marque, la culture d'entreprise, la stratégie de communication et les parties prenantes. Et pourquoi je dis parties prenantes et pas uniquement public? C'est parce qu'en fait, une bonne histoire circule, et même si vous ciblez quelqu'un d'autre peut entrer en contact avec votre histoire. Et donc, il faut penser dès le départ, dans votre thématique, à éviter les sujets qui peuvent fâcher, par exemple, des thématiques qui sont un peu maladroites, et à trouver au contraire des thématiques fédératrices pour votre problématique. Et puis, vous construisez le fil rouge narratif avec une thématique, un angle, des mythes sur lesquels vous pouvez jouer, qui peuvent être sous-tendus. Vous n'êtes pas obligé de les dire tout simplement, comme pour l'exemple Pérou. La mise en récit des messages clés avec les schémas dont je vous ai parlé tout à l'heure. Une stratégie narrative, donc vous construisez en fait votre dispositif narratif, ça va être quoi? Ça va être le offline, online, cross-média, transmédia.
un plan d'action, la mise en œuvre, donc effectivement le suivi, et puis un dispositif de ROI, ça c'est important de mesurer aussi l'effet. Et puis pour chaque action, par exemple, nous construisons un ROI sur mesure, en fait un dispositif ROI sur mesure. Alors si à chaque fois, en fait, la démarche ici va être la même, que ce soit pour communication interne, externe, projet, même un business plan si vous voulez, à partir de là, la phase 4, tout dépend, parce qu'on peut créer un site internet, une web série, un film, une exposition, ce que vous voulez. Et je passe la parole à Claire avec 1000 excuses parce que j'ai un peu mordu sur ton temps. Voilà. Avec un micro. Elisabeth. Oui. Ça marche. Tu appuies sur le bouton. Mais il est rouge là, non? Oui, c'est bon. On change un petit peu d'univers. Moi, vous allez voir, je ne suis pas une spécialiste du storytelling. Je suis une spécialiste du management et du marketing des services. C'est ce qu'on fait à l'Académie du service. On est leader français du conseil et de la formation en culture de service. Ça veut dire, le service, c'est du quoi et du comment. Donc, le quoi, c'est quelle est l'offre de service que je peux proposer en tant qu'entreprise. Et aussi, par exemple, quels engagements je vais pouvoir prendre vis-à-vis de mes clients. Donc, on va être plus sur la partie qualité. Exemple, Ibis, contrat 15 minutes. Si je viens dans un hôtel Ibis, que je constate le moindre défaut qui me gêne dans mon séjour, je le signale à l'accueil et ils ont 15 minutes pour me satisfaire où je suis invitée. Donc ça, c'est le quoi du service, dans ce que je vends. Et le comment, c'est toute la partie relationnelle. Comment je vais me comporter, comment je vais apporter à l'autre, principalement le client, mais aussi dans une relation de client interne, dans une relation de collaboration au sein de différentes organisations. Comment je vais avoir une attitude qui va être complètement cohérente avec ma marque et qui va créer de la différenciation vis-à-vis de mes concurrents. Alors, comment tout a commencé? Sur l'histoire du storytelling. On le disait tout à l'heure, ça a commencé au CELSA, où là, on était dans un amphithéâtre avec 3 promotions différentes de l'exécutive MBA. Et devant moi, il y avait Alina et Wilfried dans les rangs, en train de finaliser leur mémoire sur le storytelling. Et moi, je suis de la promotion juste après, donc j'étais pas encore en train de travailler mon mémoire. Et donc, c'était un peu ennuyeux le discours qu'on avait à ce moment-là. Et donc, je regardais et je lisais par-dessus leur épaule. Et je me suis dit, tiens, mais ça a l'air, par rapport au métier que je fais, le storytelling, vraiment, le peu que j'aperçois, ça a l'air vraiment de m'intéresser. Donc je suis allée les voir après et c'est comme ça qu'on a commencé un peu les choses. Alors pourquoi ça m'a intéressée ? Par rapport à ce que je vous ai dit, bon, d'une part, moi je suis dans un métier 100% marketing, management des services, mais je suis Madame Communication dans cette petite entreprise que nous avons. Et donc, moi, mon mémoire, je l'ai fait sur services et communication et comment on peut essayer de rapprocher le discours de l'entreprise de l'expérience vécue par le client et par le collaborateur. Donc, ça m'intéressait forcément un petit peu. Et puis, dans le cadre de Madame Communication, de l'Académie du service, je suis directrice de rédaction, mais on sous-traite une partie de la réalisation parce que je ne suis pas du tout journaliste. Mais on a créé un magazine trimestriel spécialisé sur le service 0% digital, mais français-anglais, très intéressant. Donc, il y a besoin pour ça de comprendre ce que c'est que le storytelling et puis d'aller voir ailleurs et de savoir raconter les histoires. Même si c'est pas moi qui les écris, c'est moi qui les relis et qui les valide quand même. Et puis, par exemple, dans mes activités de communication, j'organise tous les ans un grand colloque pour tous les gens qui s'intéressent au service. Et cette année, ça sera sur service et culture. Est-ce que la symétrie des attentions et la culture de service, c'est quelque chose d'universel ou pas ? Donc, je vous parle de stratégie de service, mais c'est pas votre métier. Donc, c'est quoi ? Quand on dit stratégie de service, c'est que en tant qu'entreprise, j'ai besoin de me différencier. Donc, par exemple, c'est le patron de Emirates Airlines qui va dire tous les avions volant à la même vitesse, comment je vais faire moi pour créer une expérience différenciante. Donc la stratégie de service, c'est se dire, d'abord, je dois me différencier. Aujourd'hui, tous les produits sont copiables, donc c'est par le service principalement, que je vais réussir à créer de la différenciation. Donc, c'est tendance aussi, le service. Une fois que j'ai fait ça, il va falloir que je formule ma stratégie. Ma stratégie, ça va être par exemple, quand on est Nespresso, de dire, moi, je vais proposer une expérience de luxe sur un produit de la vie courante. Donc, on peut le faire sur du low cost. Enfin,
imaginer plein de stratégies différentes, à chacun sa stratégie bien évidemment. Et une fois que j'ai dit ça, il va falloir que toutes les personnes qui me représentent, donc principalement des collaborateurs, des vendeurs, etc., fassent vivre cette expérience que j'ai choisie dans ma stratégie. Donc ça passe forcément par un projet, ou plus exactement une démarche, parce que finalement on n'est pas vraiment dans un projet dans le sens où ça ne s'arrête pas, mais on est plutôt dans une modification de la culture de l'entreprise dans laquelle on est, et donc forcément d'accompagnement du changement, parce que par exemple, si j'ai l'habitude de travailler dans une usine, ce qu'on dit service, on ne parle pas forcément des services natifs, des entreprises qui ont toujours fait du service. C'est aussi, par exemple, je travaille à fabriquer et vendre des robots industriels, et ben, comment je me mets dans une culture de service pour être plus proche de mon client, mieux répondre à ses demandes, etc. Et ça demande vraiment du changement, et où on passe d'une culture d'entreprise où ce qui était noble, c'était d'être technicien, et que plus on maîtrisait la technologie pointue du robot qu'on vend, mieux on était considéré dans l'entreprise, à comment je suis capable de satisfaire mes clients. Et donc la culture de service, nous on pose un certain nombre de points, c'est d'être centré plus sur l'humain que sur la technique, parce que votre client il n'est pas expert de ce que vous vendez, donc il s'attend à ce que vous vous mettiez à son niveau. On ne cherche pas le zéro défaut, parce que dans le service, dans l'humain, le zéro défaut ça n'existe pas, il y a toujours des aléas. On cherche 100% de satisfaction. Donc c'est vraiment important du point de vue de la culture. Troisième point, bien sûr, du point de vue de la relation, on va essayer de mettre en place quelque chose où chacun se sent reconnu dans ce qu'il fait, le client, mais aussi la personne qui rend le service au client. Donc ça demande des mécanismes et des réflexes relationnels qu'il faut entraîner. Oser la symétrie des attentions à tous les étages, ça veut dire, la symétrie des attentions, c'est un principe managérial qui dit si je veux apporter une bonne qualité de relation à mon client, je dois apporter une bonne qualité de relation à mon collaborateur. Donc c'est vraiment de dire, je rends les choses symétriques en interne et en externe, c'est vraiment un principe qu'on pousse très en avant. Et dernier point indispensable quand on veut installer dans la durée une culture de service, c'est de développer une culture de management par l'initiative, donc de faire en sorte que chacun, là où il est, en contact ou pas direct avec le client, il soit capable de prendre des décisions sans en référer à des niveaux hiérarchiques au-dessus de lui, parce que la satisfaction du client, ça se fait à l'instant T et pas en différé 3 mois après avec une lettre officielle. Voilà, donc pourquoi je vous dis tout ça, c'est parce que j'avais fait juste un tout petit point pour dire que par rapport à nos clients, donc on travaille, mais du coup vous l'avez compris, subliminalement, qu'on apporte du conseil pour aider à poser cette stratégie de service, qu'on est aussi organisme de formation pour travailler tous ces comportements, qu'il y a besoin de communication, mesure, pilotage, animation pour que tout ça ne retombe pas comme un soufflet raté, et qu'il y a toute une partie R&D qu'on assure, diffusion de contenu, etc., qui s'appelle Service Lab. Et donc, pour vous faire comprendre, finalement, je me suis exercée à utiliser les outils d'Alina et Wilfried, alors de façon très simplifiée et pas tout à fait dans l'usage qu'on fait d'habitude, puisque normalement, on utilise cet outil pour décider de comment on va construire l'histoire. Mais bon, j'en ai fait un usage détourné, néanmoins, parce que je trouve que c'est assez pratique pour vous expliquer. Donc, le destinataire, c'est qu'une entreprise cherche à se différencier par le service. Le héros, ça va être vous, responsable communication. C'était pas trop le cas jusqu'à présent, mais les responsables communication sont de plus en plus sollicités pour justement faire en sorte que la mayonnaise prenne sur le sujet du service. Les responsables RH et beaucoup les marketing client, etc. Donc, et le comité de leur direction me disent vas-y, sauve-moi. Il faut que ça marche chez nous et qu'on soit orienté client, orienté service, 100% humain. Enfin, il y a plein de noms pour ça. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on cherche à avoir ? C'est vraiment, on veut réussir la réputation de notre entreprise, la satisfaction de nos clients, le bien-être dans l'entreprise, symétrie des attentions, c'est une condition indispensable. Et bien sûr, on veut de l'argent, on veut gagner notre vie, continuer à être pérenne. Et puis aussi, on veut une communication managériale innovante pour soutenir ce projet. Donc tout ça pour qui ? Pour les clients, mais aussi pour les collaborateurs et les managers de l'entreprise qui ont cette nouvelle stratégie à mettre en œuvre.
Alors l'adjuvant, très modestement, ça peut être l'Académie du service qui est cabinet expert. Mais il y a des opposants, puisque accompagnement du changement, pourquoi? Parce que des changements culturels, ça crée beaucoup de freins dans les comportements. Donc il y a un vrai frein qui est ça, qui est la résistance. Alors, pourquoi je pense, et Alina et Wilfried pensent que, d'après ce que je vous ai dit sur le service, donc quelque chose qui est très tendance parce que finalement les entreprises ne peuvent pas trop s'en passer de réfléchir à comment elles vont se différencier par le service, mais qui est basé à 70-80% sur des comportements. Et donc pourquoi le storytelling est un outil utile pour ces différenciations par le service. Donc premier point, c'est sans doute pas exhaustif, hein, mais premier point important, c'est qu'avec le service, donc, on cherche à créer une expérience différente, une expérience, j'allais dire enrichissante, mais c'est un pléonasme, pour le client et pour le collaborateur. Et là, le storytelling, il va nous aider à scénariser l'expérience. C'est vrai qu'il faut l'écrire, cette histoire qu'on veut faire vivre. Deuxième point dans le service, on a besoin de décider, c'est ça la stratégie de service, c'est de poser une signature relationnelle pour la marque. Et là, une fois qu'on a posé cette stratégie, cette signature relationnelle, le storytelling va aider à faciliter l'appropriation par les collaborateurs, mais aussi les clients, il faut qu'ils se retrouvent. Donc il faut aussi leur faire partager cette signature relationnelle. Le troisième point, c'est que comme on est à 80% sur du comportement, ça reste difficile d'apporter des preuves. Comme vous êtes des communicants, vous savez qu'on a besoin de la preuve pour communiquer. Et sur le comportemental, c'est plus difficile. Il y a bien sûr des systèmes de mesures qui se mettent en place. Et puis, par exemple, des certifications de service où on va pouvoir dire effectivement, j'ai tenu mon engagement, effectivement, on vous a répondu en moins de 3 sonneries, etc. C'est une partie de la réponse. Et sur l'autre partie de la réponse, purement comment ça se passe chez McDonald's, vous allez avoir besoin du storytelling pour illustrer, pour montrer que voilà comment ça se passe. Pas complètement des preuves, mais on n'en est pas loin. Et donc, vous allez pouvoir, grâce au storytelling, mieux montrer la valeur ajoutée d'un service qui est, par définition, intangible. Le service, c'est pas une boîte de petits pois, quoi. Donc, c'est difficile à montrer. Deuxième point, du coup, deuxième aspect, pourquoi le digital? Puisqu'on parle du storytelling et du digital. On peut faire du storytelling sans digital, comme le dit Alina. Et on peut faire du digital sans storytelling. Mais on pense qu'il faut les deux. Donc je vous montrais dans la culture de service, on a besoin dans le service de rencontre et de reconnaissance entre les personnes qui interagissent. C'est une condition indispensable à la réussite de la relation client. Et le digital, la culture digitale, l'année dernière, notre colloque, c'était sur la digitalisation des services, et il y avait un propos qui était en quoi la culture digitale, la culture geek, d'une certaine manière, elle a des points communs avec la culture de service. Donc, il y a des choses autour de ça. Et en effet, le digital, il permet le partage et l'atténuation des rapports hiérarchiques. De fait. Donc, il va venir nous aider sur la culture de service, puisque dans la culture de service, il ne faut pas trop de hiérarchie, sinon on n'y arrive pas. Par ailleurs, dans le service, par définition, c'est une culture de la coproduction, puisque le service n'existe que si le client fait un petit bout du travail. Par exemple, quand vous réservez un billet de train, c'est vous qui faites le boulot. Alors que quand vous achetez une boîte de petits pois, toujours, vous ne faites rien. Donc, dans la définition du service, il y a une participation du client, toujours. Et ça tombe bien, parce que dans le digital, on est complètement dans la coproduction et de la co-construction. Donc, grâce au digital, on va permettre aux équipes de s'entraîner au principe de co-construction. Et puis, comme le service, ça se passe à l'instant T, entre deux personnes, on a toujours besoin d'immédiateté, de réponse, d'évolution permanente. Ça doit toujours se passer comme ça. On ne peut pas écrire les choses complètement à l'avance. Et là, grâce au digital, on va pouvoir beaucoup plus personnaliser les réponses adaptées. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit que vraiment, storytelling digital, naturellement, ça vient aider à un projet culture de service. On est dans les débuts, vraiment dans les débuts. Déjà, dans les projets de service... Moi, ça fait 12 ans que je fais ça, mais pour les entreprises, c'est encore assez nouveau. Et storytelling digital, pareil. Donc, on va vous montrer 2 exemples. C'est des exemples sur lesquels
on n'a pas avancé autant qu'on voudrait encore. Alors, premier exemple. J'ai toujours repris ce schéma détourné pour expliquer le sujet, la problématique. Donc, une mutuelle a besoin de fédérer ses agents et ses personnels autour d'une vision commune du client, de la relation client. Les héros, ça va être les salariés de la compagnie et les salariés des agents indépendants, puisqu'il s'agit d'une compagnie dans laquelle tout le monde n'est pas salarié du même employeur. Donc forcément, ça complexifie la communication et le management. Et l'objectif, c'est qu'ils écrivent ensemble cette vision commune et que, grâce à ça, ils deviennent meilleurs dans leur relation client. Qu'est-ce qu'on veut atteindre ? La satisfaction des clients, la solidarité au sein de l'entreprise, entre les différentes fonctions, les différents types de salariat, etc. Des nouveaux modes de management et bien sûr, on veut que ce soit rentable. Pas forcément le projet de storytelling digital, mais on veut que l'entreprise se pérennise. On le fait pour qui ? Pour les clients, bien sûr, mais aussi pour les collaborateurs et les managers. Donc l'adjuvant, là, ça va être un dispositif de marketing digital qui est proposé par Aline et Wilfried et l'Académie du service. Mais il y a des opposants. C'est pour ça que c'est long. Il y a un gros opposant qu'on ne devine pas forcément comme ça en premier lieu, c'est en fait les systèmes informatiques. Donc, le temps de se mettre d'accord sur, exemple extrêmement concret, sur quelle plateforme on va poser les choses, vous avez déjà pris 6 mois. Donc, c'est un vrai de frein. Autre frein, l'éloignement entre les agences, enfin entre les points de contact entre les clients, etc., qui font qu'on n'est pas sur un seul siège social avec tout le monde au même endroit et où on va, en plus du storytelling digital, faire des grandes réunions, etc. On ne peut pas. Et puis, sur cet exemple-là, une culture où tout le monde n'est pas forcément prêt à se remettre en question aussi facilement que ça. C'est quand même des changements, ça n'a l'air de rien, mais c'est des changements quand même assez en profondeur. Si on dit prendre des initiatives vis-à-vis du client, ça veut dire que tout n'est plus écrit, c'est beaucoup plus difficile que de suivre une procédure. Hein. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a validé comme dispositif avec ce client ? On a validé un dispositif où ça ressemble un petit peu à l'exemple que tu montrais sur les 100 ans d'IBM, où en fait, on va travailler avec eux sur les 150 ans de l'assurance. Les 150 ans de l'assurance, où on va leur expliquer pour une communauté précise, donc un groupe de personnes précis, où on va leur donner accès d'une manière aussi ludique et attractive que ce que Alina a montré. Dire, du point de vue de la relation client, depuis 150 ans, qu'est-ce qui se passe dans notre compagnie ? Et pendant ce temps-là, dans le reste du monde, qu'est-ce qui se passait du point de vue de la relation client depuis 150 ans ? L'objectif, c'est bien qu'ils se disent, c'est pas un nouveau truc qui nous tombe sur la tête, mais la relation client, ça a toujours existé, on en a toujours fait, on a eu des succès, mais on comprend que c'est la société qui est en changement et que donc forcément on doit suivre, ou de préférence anticiper. Et c'est pas les patrons de la compagnie qui nous imposent tout ça. Deuxième point, donc plutôt dans l'esprit web documentaire. Deuxième point, on est sur du comportement. Donc c'est difficile à illustrer. Je discutais tout à l'heure avec Florie, dans le magazine qu'on fait, on a eu le parti pris des illustrations d'auteurs, des dessins, parce que les photos, c'est difficile. C'est difficile de trouver des photos qui parlent intelligemment de la relation client. Donc pareil, en fait, pour travailler sur des principes de la signature relationnelle de cette marque-là, c'est pas évident de balancer des images ou des descriptions telles quelles. Donc le parti pris qu'on a eu, c'est de monter une web-série, parce que bien sûr, quand on parle de comportement, il va falloir montrer des gens en action et en interaction. Donc le film est indispensable, le film d'acteur, indispensable. Et ce film d'acteur, on va le monter en web-série à partir, et c'est ça qui est très intéressant dans ce dispositif, où on va avoir pour principe de
déconstruire pour reconstruire. Parce qu'on est dans le communautaire, on est dans le digital. Donc, on construit une web-série avec 5 règles d'or, quelque part, de la relation client pour cette compagnie, qu'ils se choisissent au départ. Et c'est de dire, grâce à, par exemple, à de la vidéo interactive style Parc Astérix, redéfinissez ces 5 principes. Redonnez-nous les 5 règles d'or. Écrivez-les vous-même. Et du coup, l'appropriation, vous comprenez bien qu'elle n'est plus du tout la même que quand les 5 règles d'or, elles sont posées par quelqu'un au siège. Donc ces deux éléments-là de ce dispositif vont vraiment permettre qu'il y ait une réelle réflexion au sein de cette compagnie par des publics extrêmement divers et qu'ils s'écrivent eux-mêmes leur histoire. Donc ça demande du point de vue des top managers de lâcher prise, c'est-à-dire que ce n'est pas eux qui vont l'écrire l'histoire. Ils proposent juste un premier scénario et ils acceptent que le scénario explose. Donc ça, vraiment, du point de vue storytelling digital et service, c'est passionnant comme projet. Donc là, on est un tout petit peu retardé par ce problème de plateforme informatique. Mais déjà, la partie réfléchir à la logique des choses et tout ça, c'est déjà passionnant avec eux. Et donc, on aura des résultats visibles fin d'année avec des web-séries, etc. Ouais. Juste, je me permets une petite remarque. La web-série va être sur un ton très décalé, humoristique. Donc en fait, on va faire quelque part de la provoque. On va donner envie aux gens de venir dire que ça sera quoi la suite. Donc voilà. C'est pas eux, mais on fera pas style pub Matmut non plus. Hein. Ça sera plus fin. Donc voilà un premier exemple. Du coup, sur cet exemple-là, les enjeux, enfin, ce qu'on voit déjà nous comme enjeu, hein, c'est de bien cadrer avec la culture et la stratégie de l'entreprise. On fait de l'humoristique, mais on le fait pas n'importe comment. Il faut que ça marche avec leur style. Et sans dévoiler qui c'est, toutes les compagnies d'assurance pratiquement ont pris un style humoristique, mais les styles humoristiques entre eux sont différents. Donc là, pour celle-ci, on va rester dans leur style à eux. Il y en a qui cherchent. Ce qui est essentiel, c'est la qualité du fil narratif. C'est pour ça qu'on a besoin du talent d'Aliena et Wilfried pour écrire des belles histoires. Parce que si nos web-séries sont mal écrites, on fait un flop directement. Il faut que ça montre vraiment subtilement ce que c'est que cette interaction humaine qui va se jouer à ce moment-là. S'accorder avec les systèmes d'information existants, oui, pour que ça marche. Il y a besoin d'un community management parce qu'on ne va pas juste lancer des web-séries puis penser que ça va marcher tout seul. Donc il va falloir, du point de vue expert, relations clients, relancer des sujets, proposer des points de vue à débattre, etc. Voilà, c'est la même chose. Donc, environ 4 mois de réalisation à partir du moment où les obstacles sont levés. Donc ça rallonge un peu. Okay. Voilà, attention au temps de validation. Et quelque part, ça ne coûte que 60 000 €. Je dis que parce que c'est vrai que dans les budgets communication, ça s'envole vite et que ne serait-ce qu'un petit colloque de rien du tout, on y est déjà. Hein. Donc ça vaut la peine. Un deuxième exemple, et puis après, il restera un petit peu de temps pour le débat. Deuxième exemple, alors cette fois, c'est pas pour un client à nous, c'est pour nous-mêmes, Académie du service, en tant que, pour une part de notre métier, en tant qu'organisme de formation. Alors pareil, j'ai toujours détourné le schéma actentiel. Donc, Académie du service souhaite utiliser le digital pour renforcer l'efficacité des formations. Non pas qu'elles ne soient pas efficaces, mais comme tout le monde, il faut continuer à progresser. Notre héros, là, ça va être le formateur qui est dans un espace avec les participants. Donc, on n'est pas dans une logique de e-learning pour ce projet-là. Et ce qu'on veut, c'est que dans une formation en présentiel, ça s'appelle comme ça dans le métier, on veut qu'il y ait une bonne appropriation des comportements de service. Et comme je vous ai expliqué depuis tout à l'heure, c'est un peu délicat.
Et pour pouvoir progresser dans un comportement de relation client, il n'y a qu'une seule solution, c'est faire des entraînements. Le problème de l'entraînement, une des méthodes d'entraînement archi-classique, c'est la mise en situation, donc un jeu de rôle, une mise en situation, mais tous autant qu'on est, pauvre humain, ça fait peur. Alors ça doit parler au CFPJ parce que le média training, c'est juste pareil, ça fait peur. Donc, c'est un problème général qui ne concerne pas que l'Académie du Service. Comment on fait pour que les stagiaires aient moins peur de se mettre en situation et surtout qu'en termes d'efficacité, on arrive à multiplier les occasions de mise en situation et leur efficacité. Et pourquoi on veut faire ça? Parce qu'on veut se différencier d'autres organismes de formation qui lancent des MOOC et qui lancent tout un tas de trucs et que voilà, ça bouge. Alors, à qui ça s'adresse? J'ai mis des stagiaires débutants, ça veut dire du point de vue de la relation client, des gens qui en sont au stade de la sensibilisation, qui n'ont pas encore énormément travaillé la relation client pour eux-mêmes et qui sont dans une entreprise où il n'y a pas un projet de service ultra cadré avec tout ce qui est écrit, etc. Et où donc on est dans, je dirais, entre guillemets, la simple amélioration des comportements, simple mais indispensable. Et puis bien sûr leur manager. Alors là, c'est un dispositif de pédagogie digitale, toujours avec Alina et Wilfried, c'est pour ça qu'on est venu parler ensemble, et l'équipe de l'Académie du Service, parce qu'en fait, on a fait un séminaire en juin dernier, co-animé par Alina et Wilfried, et où on s'est dit, c'est quoi nos innovations en pédagogie digitale, qu'est-ce qu'on a envie de faire, et pourquoi on veut le faire, et quelles seraient des histoires possibles autour de ça. Donc, c'est vraiment en co-création. Alors, on a quelques opposants qui font que je ne vous montre pas aujourd'hui le dispositif complètement réalisé. Donc, c'est quand même un coût de réalisation. Nous, on est une PME, donc ça coûte quand même. Pareil, cette histoire des systèmes d'information. C'est-à-dire que, finalement, où est-ce qu'on va l'héberger intelligemment, cet outil digital qu'on veut créer ? Où est-ce que ça fait sens? Est-ce que du coup il faut qu'on crée une plateforme e-commerce? Est-ce qu'on donne des contenus gratuits? Enfin, tout se pense en même temps. Oui, mais on venait de refaire notre blog. Et puis on avait ceci et c'est ça. Donc on est obligé de se poser, prendre le temps de décider la stratégie plus système d'information. Et l'empilement des projets, parce que comme on est des passionnés, on lance des projets dans tous les sens. Donc c'est un vrai projet en soi. Il faut du temps pour le faire. Alors, donc, notre projet, c'est de travailler sur l'effet papillon des comportements. Donc, tout simplement de se dire, on est sur des comportements très subtils et très simples, qu'on appelle aussi des petits bougers. Donc, en quoi, si je fais un petit progrès dans mon relationnel, je vais avoir de l'impact sur David. Et que David, parce que j'ai été agréable avec lui, lui-même, avec la prochaine personne qu'il va rencontrer dans le milieu professionnel va provoquer quelque chose de positif, etc. Et comment on va, en domino, créer de l'émotion positive dans l'expérience client. Mais par des toutes petites choses. Et donc, ça passe par aussi une web-série, un système de plan d'action très innovant sur les comportements, et puis, par exemple, des outils. Là, je peux vous les montrer. Il y a marqué lorem ipsum, donc il n'y a pas de problème. Un système de grille d'observation pour le manager et pour la personne qui peut s'observer elle-même de sur ses propres comportements dans le cadre d'une mise en situation. Donc, en amenant du ludique, en amenant de l'histoire, en amenant de l'outil, on amène de la facilitation dans l'exercice pédagogique de mise en situation. On décomplexe, on rigole avec les web-séries et du coup, on démultiplie en fait l'efficacité des messages qu'on essaye de faire passer. Donc là encore, c'est le fil narratif qui fera la différence et la qualité de la web-série. Là encore, on a le sujet des systèmes d'information qu'il faut bien penser à l'avance pour que les choses soient bien cohérentes et pertinentes. On a besoin d'une équipe projet forcément, puisque c'est un projet à part entière. Si possible, c'est bien de le prévendre. Comme ça, on n'investit pas trop à l'avance. À peu près 6 mois, parce que là, j'ai intégré le fait qu'on a besoin de travailler sur les contenus, les histoires. On a besoin vraiment d'être beaucoup en partenariat là-dessus. Voilà, donc beaucoup de temps de conception si on veut que ça marche.
Et en budget, là encore, on est autour de 60 000 € pour ce qui concerne le dispositif digital. Donc, ce n'est pas démesuré non plus. C'est juste qu'il faut faire des choix et séquencer ces investissements en R&D. Auquel, si on veut une plateforme moderne, il faut rajouter une trentaine de milliers d'euros par rapport à ça. Voilà. Oui. Merci beaucoup Alina et Claire. Je vous propose sans transition, parce qu'on a commencé un petit peu en retard, des questions. À chaque fois, je vous propose de dire votre nom, où vous travaillez, et à qui s'adresse la question, plutôt à Claire, Alina, ou les deux. En général, la première question vient lentement, puis à la fin, on n'a plus le temps pour les dernières. Donc je vous propose de poser tout de suite vos questions, ou de partager une expérience avec nous tous. Jean-Christophe Nougaret de Médecins Sans Frontières. Moi, j'avais une question pour Alina, une question pour Claire, si c'est possible. La question pour Alina, ce serait quelles seraient les limites du storytelling, ou qu'est-ce qu'il faudrait surtout pas faire? Et la question pour Claire, est-ce que vous pourriez repréciser en quoi le storytelling digital participe à l'atténuation des rapports hiérarchiques? Les dons pour toi, Alina. Parfait. Qu'est-ce qu'il faut ne pas faire? En fait, il faut surtout pas commencer à raconter une histoire sans avoir fait un diagnostic préalable et sans savoir exactement, en fait, sans qu'il y ait de la cohérence entre ce que votre marque, que ce soit une marque d'association, d'entreprise ou une marque commerciale, raconte, sa plateforme, sa culture d'entreprise, ses valeurs, et puis le public. Donc, si vous pouvez raconter une extraordinaire histoire, très belle, mais qui passe à côté, ou au contraire, qui a un retour en fait négatif. Et puis même, surtout, ça c'est important, si vous racontez une histoire fictive, parce que vous n'êtes pas obligé de raconter une histoire qui vraiment s'est passée, il faut que les règles du jeu soient claires. Vous avez vu sur la vidéo sur le Pérou, c'est clair qu'on est dans une fiction, mais tout le monde comprend. Voilà, on ne vous dit pas qu'en fait c'était la vraie. Vous n'avez pas en fait un doute sur le fait que c'est peut-être la vraie histoire du monsieur en question en fait qu'on est aujourd'hui et que voilà. Donc ça c'est extrêmement important et sachez aussi qu'il y a des cas de storytelling raté, des cas de storytelling en fait soit parce que notamment c'était pas la bonne histoire, soit parce que l'entreprise en question ou la marque ne racontait pas tout à fait la vérité. Et là ça se voit tout de suite. Et puis il ne faut pas faire un excès d'émotion. Il faut vraiment bien doser. Donc pour Claire, en quoi ça atténue les liens hiérarchiques? Dans le digital, vous devez pouvoir répondre sans autorisation, tout simplement. Donc, si on reste sur l'exemple de la vidéo interactive Astérix, si on l'imagine dans un système interne d'entreprise, mais que il faut que ça se passe en réunion d'équipe pour qu'on dise ce qu'on pense de la suite, ou que on a besoin d'aller sur le PC du manager pour pouvoir accéder à Internet pour répondre, ou que on dit seule telle catégorie peut répondre à cette vidéo interactive, on est complètement à côté de la plaque. Donc avec le digital, c'est vrai avec Twitter, c'est vrai avec Facebook, etc. On donne la parole à tout le monde de facto. Et du coup, ça s'applique aussi dans l'accompagnement du changement. Si on n'est pas prêt à ça, il ne faut pas faire de storytelling digital pour accompagner le changement dans l'entreprise. Donc c'est vraiment important que l'entreprise l'ait compris avant, parce que parfois on n'est pas prêt du tout. Oui, peut-être dire que l'exemple qu'on a montré tout à l'heure, en fait, sur la mutuelle, le projet va être déployé sur les réseaux sociaux d'entreprise. Donc, en fait, tout le monde y sera. Donc, voilà, il n'y aura plus de barrières, plus de limites, plus de rapports hiérarchiques. Tout le monde est là et on discute. Et ils ont déjà, c'est une mutuelle qui a déjà 5-6 ans d'expérience du réseau social de l'entreprise. Donc, ça leur permet de pouvoir lancer aussi des choses comme ça, avec déjà une pratique des forums, etc., des communautés. Après, le plus courant, c'est de modérer avec des community managers. D'autres questions? Échanges, interrogations? Je vais un peu plus vers le fond. En général, vous n'osez pas. Mais là, le micro arrive à vous. Bonjour, Vanessa, responsable éditoriale de l'AFPA, Association de formation pour les adultes. Nous, on a des publics très différents, donc demandeurs d'emploi, salariés, entreprises, prescripteurs financeurs. Donc comment utiliser le storytelling pour embarquer tous ces publics, parce qu'on peut choisir la voie de l'humour pour les jeunes, mais pour nos prescripteurs, ça ne passera pas. Donc comment avoir un fil narratif un peu directeur pour tous ces publics? Est-ce que ça marche en situation compliquée?
dans l'esprit des destinataires. Ça marche surtout en situation compliquée, en fait. C'est là qu'on vient nous chercher. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas très bien. Mais effectivement, il faut trouver déjà une thématique qui parle à tout le monde. C'est possible. Je ne vous ai pas montré des cas, mais il y en a énormément. Et puis, il faut bien étudier quand même votre public, en fait, parce que c'est un public large, mais c'est quand même les jeunes, les demandeurs d'emploi, donc les gens qui sont en fait un public qui est à la recherche de quelque chose, un accomplissement personnel, une réussite, une reconversion. Donc voilà, il faut aller sur, par exemple, des thématiques liées à la transformation, des grands thèmes de la vie, échec, réussite. Donc c'est une palette super large. Mais il faut partir d'un brief très clair, par exemple, de votre part, ce que vous voulez. Et ensuite, donc, quels sont vos objectifs, qui vous voulez atteindre. Après, faire un diagnostic de vos outils d'avant, etc. Comment on peut innover, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus, pourquoi l'émotion, pourquoi une histoire, et puis construire un fil rouge narratif. Voilà, c'est un processus. Généralement, construire un fil rouge narratif, ça s'étend sur plusieurs jours, en fait. Vous ne pouvez pas le faire dans une demi-heure ou dans 2 jours, en fait. Même si vous travaillez de façon très effective, disons 3 jours, ça va s'étendre sur 1 semaine, 2, c'est du co-travail, des échanges. Enfin, il faut... Le travail d'équipe, il est beaucoup plus fort que si vous êtes tout seul dans votre coin à construire quelque chose. C'est important de co-construire avec les gens qui sont concernés vraiment par le projet. Et si je ne m'abuse, c'est important de tester parce qu'il y a une approche pragmatique, voir si ça fonctionne ou pas. Oui, tout à fait. D'autres questions? 2. Madame et madame. Bonjour, moi je travaille chez Sanofi et je posais une question par rapport justement à la vidéo qu'on a vue tout à l'heure qui a suscité à la fois du rejet et sur le sida. Parler de la maladie, parler des malades, là aussi c'est un storytelling compliqué. Nous on a un réglementaire très, très rigide. Donc comment on s'en sort d'un truc pareil? Parce que l'humour c'est difficile. Il y a plein de domaines où on peut... Enfin le chemin est assez difficile, quoi. Bon, là, tu vas plus pouvoir dire il faut un brief clair, parce que ça, tu l'as déjà dit. Il va falloir que tu innoves. Non, on m'a posé cette question hier, en fait. J'étais à une autre présentation et on m'a posé la même question hier. Et enfin, c'était une question qui se rapprochait, c'était pas tout à fait la même. Mais comment parler, en fait, parfois de médicaments, de traitements, sans les nommer. On peut parler d'une histoire. Et puis, vous savez, le public, il est très intelligent. Il comprend très vite une histoire. Donc, il faut pas tout dire dans une histoire. Ça, c'est extrêmement important. Laisser des blancs pour stimuler l'imagination de votre public et puis aller sur le message. Il faut construire le message de sorte à ne pas mentionner le sujet en question si vous n'avez pas envie, mais en même temps de faire passer le message. C'est difficile de vous le dire comme ça, en fait, de façon très abstraite, mais c'est faisable. Donc on travaille sur des problématiques parfois où il ne faut pas parler du produit en fait en tant que tel, ou du traitement, ou de la chose, ou de la maladie en tant que telle. Faut mettre en scène, par exemple, des patients atteints d'une certaine maladie, mais qui peuvent... C'est pas simple, c'est jamais simple. On voit bien que c'est difficile parce que ça entraîne une réaction qui peut être extrêmement... Ou des personnes qui travaillent sur la recherche, ou des observateurs extérieurs, ou faire une historique. En fait, on peut faire l'historique dans le temps. On peut aller faire, en fait, sur plein de sujets. Après, il faut voir au cas par cas. C'est du sur-mesure. C'est très compliqué, en fait. Sur tout ce qui est maladie, traitement, etc. C'est très compliqué. Mais c'est compliqué aussi, par exemple, sur tout ce qui est business to business, en fait, la communication B2B. Enfin, c'est facile de faire du storytelling sur une marque de luxe ou sur une marque, je ne sais pas, qui est vraiment de grande consommation, mais c'est le plus difficile de faire, en fait, sur ces problématiques-là. Mais c'est là que c'est le plus intéressant, en fait, aussi. Et c'est là où ça peut marcher aussi très bien. Mais c'est encore une fois, pour ce type de problématique, du coup, vraiment, il faut travailler avec les gens qui sont concernés et qui peuvent vous dire tout de suite, mais non, cette idée-là, ça ne va pas du tout. Hein, donc, vous oubliez. Et nous, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on fait ce diagnostic. Après, on propose plusieurs scénarios, plusieurs thématiques possibles, et 2 ou 3, voire 4, si besoin. Et puis, en fonction de cela, en fait, on choisit une thématique et on affine avec le client en question. Mais en fait, le storytelling aussi, il faut le savoir, ça ne marche pas dans tous les domaines et dans tous les cas. Hein. Parfois, il faut dire, je suis désolée, mais là, ça va pas du tout. Par exemple, on avait, Wilfried et moi, on est dans l'école de communication d'Orange. Depuis 3 ans, en fait, c'est pour la fonction nouveaux arrivants dans la fonction de communication. Et à un certain moment, on nous a dit qu'il faut communiquer sur le plan d'entreprise 2015, Conquête 2015, et mettre ça en récit. Alors, c'est un pavé comme ça.
Donc, on a dit on ne peut pas mettre ça en récit en fait. On est désolé, mais on ne peut pas raconter une histoire avec un pitch, avec ce pavé-là. En fait, il faut raconter plusieurs histoires qui vont créer une grande histoire et qui vont en fait incarner les valeurs, par exemple, du plan d'entreprise en question. Donc voilà, il y a aussi des façons un peu détournées de traiter le sujet. Mais je crois que le mot est lâché, les valeurs, c'est se connecter à quelque chose de supérieur. Ça peut aider parfois. Oui, je m'appelle Margot McElligott, je suis directeur de la communication chez Baxter. Les questions de propriété intellectuelle, puisque storytelling, si on part aussi de contes, est-ce qu'il y a des questions de plagiat, de tout ce qui entoure la propriété intellectuelle, est-ce qu'on commence à un peu légiférer là-dessus? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut utiliser les contes et les histoires du domaine public, des droits d'auteur? Voilà, est-ce que... Probablement que sur le... Oui, il y a effectivement un sujet, les droits d'auteur, hein, et ça se pose pour les grandes thématiques qu'on prend. Je crois qu'il y a des grands thèmes, des grandes thématiques qui sont font partie déjà de la culture populaire, donc on peut s'en emparer. Mais si vous allez sur l'univers d'un film, par exemple, qui vient de sortir, etc., il faut faire super attention que vous pouvez utiliser en fait ces thématiques-là. Et puis il n'y a pas que ça, mais si vous créez l'outil, après, on n'en a pas parlé, mais une des grandes questions en fait pour notre dispositif. Par exemple, pour la mutuelle, étaient les droits d'image sur ce qu'on crée, parce que les créas, ils font des illustrations, etc. Donc, il faut prévoir dès le départ à acheter les droits. Est-ce que vous voulez les utiliser en communication interne, externe? Est-ce que c'est à des fins commerciales? Donc, voilà, il faut bien blinder tout ça. Puis, c'est les droits aussi sur la musique. Si vous mettez de la musique, et sachez que ça a un coût, en fait. Plus vous mettez quelque chose qui est cher, rare, etc., plus ça va coûter, forcément. Donc, effectivement, tout ce qui est droit d'image, droit d'utilisation, il faut bien le boucler en amont. Et des choix sur le projet sont faits aussi en fonction de cela, parce que ça a un impact direct sur votre budget. Bonjour, Benoît Gilles de chez Generali. Est-ce qu'il n'y a pas un risque avec le storytelling sur des programmes sur des pubs qui sont limite des programmes courts, d'oublier finalement la marque? Je trouve que c'est formidable, on le regarde comme un film, et puis 5 minutes plus tard on se dit, tu te souviens cette belle vidéo sur enfin tu sais là, le gars qui a fait un voyage, on sait plus trop pour quelle marque. Je trouve on retient tellement la première partie qui est un film qu'on oublie peut-être le pitch, le billboard de fin, le packshot, versus une pub. Alors je dis pas que je préfère la pub, hein, versus la pub où on va dire acheter la lessive machin. Et voilà, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on se souvienne surtout de l'histoire et peut-être un petit peu moins de la marque qui est associée? J'ai envie de dire que c'est un choix à faire, hein, et c'est un risque à prendre. Ça dépend quel est votre objectif. Si votre objectif est, vous venez de lancer par exemple un nouveau produit et vous voulez vendre ce produit-là, il faut peut-être aller sur une communication produit pure et dure, hein, et ne pas faire du storytelling. Ou alors vous mettez un récit, votre produit, le produit vraiment, il apparaît de façon très visible dans la publicité, si on parle d'une publicité. Après, si votre objectif c'est vraiment la viralité, voilà, il faut construire une histoire qui parle à tout le monde. Là, pour le cas de Pérou, et il voulait de la notoriété aussi. Il voulait que, en fait, au niveau international, ça soit viral, que c'est un grand succès. Et c'est vrai que la vidéo, elle a super bien marché. Donc, c'est pour cela que j'ai dit au départ qu'il ne faut pas mettre du storytelling partout et dans tous les cas. Ça dépend, en fait, de ce que vous voulez obtenir. Mais il y a un risque, oui. Si vous racontez une très, très belle histoire, puis on se dit, c'était quoi cette publicité avec machin? Et en fait, oui, la marque, je ne sais plus. Ça peut arriver. Encore une ou deux questions. Nous touchons à la fin de notre échange et de notre buzz ce matin. Ou partage, ou échange, ou commentaire. Mesdames, messieurs. Florence Yèvre, groupe Econocom. Comment est-ce que vous... tablette, merci. Comment mesurez-vous le ROI à la fin d'une campagne comme ce type-là, storytelling Le Return on Investment ou Learning ou Storytelling, le ROS.
Comment est-ce qu'on mesure, Alina? Oui, ROS, c'est une bonne idée, ça je peux le prendre, le ROS. En fait, c'est très compliqué. Et, il faut, en fonction des objectifs que vous vous êtes donnés en amont, en fait, après, il faut voir, construire votre dispositif vous-même. Par exemple, pour le projet sur la mutuelle, Claire pourra me compléter si j'oublie des choses, mais en fait, on a proposé un dispositif et on est en train en fait, de finaliser ce dispositif-là qui va du taux de participation, en fait, de retour, de réaction. Ça peut être aussi le temps de visionnage des vidéos. Voilà, on n'est pas dans une science exacte, encore une fois. Donc, le digital, heureusement, quand même, met à notre disposition certains outils, mais vous pouvez aussi faire des enquêtes de satisfaction en entreprise, par exemple, si c'est un dispositif de communication interne, puis mesurer à chaque fois. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut se donner tous les outils en fait, pour mesurer cet impact, ou également pendant la mise en œuvre, parce que si vous vous apercevez qu'il y a quelque chose, ça ne prend pas, ça peut arriver, hein, encore une fois, ce n'est pas scientifique, dans ce cas-là, essayez de trouver autre chose, en fait, de corriger en cours de route, de venir avec une idée, de relancer la communication interne. Ça, c'est un point qu'on a abordé avec Claire et le client en question, parce que s'il n'y a pas une bonne communication interne aussi, le projet ne prend pas. C'est vrai que c'est jamais un outil unique, hein, donc c'est tout un écosystème. Mais pour cet exemple-là de la mutuelle, ce qui va compter aussi, c'est par rapport à la participation, ce qui nous intéresse, puisqu'on essaye de développer l'initiative des collaborateurs, c'est à quel point ils sont force de proposition. Et ce qui serait un échec, ça serait que les 5 propositions du départ soient les 5 propositions de la fin. Et ça serait un échec. Donc, on le voit aussi en creux. C'est-à-dire la mesure du succès, elle est vraiment aussi qu'est-ce qu'on ne voudrait pas avoir. Et si les commentaires sur les forums et les propositions, c'est 3 personnes qui les font, que c'est super actif, mais que c'est que 3 ou 4 personnes qui le font sur un potentiel de 2000, et qu'il n'y a pas de diversité, et que les commentaires sont absolument pas qualitatifs, ou qu'il n'y a que des plaintes, etc., et que les managers ne s'impliquent pas du tout, etc., c'est un échec. Je vous propose, vous pourrez, pour ceux qui ont le temps, de continuer d'échanger avec Alina et Claire. Je vous remercie. Avant de remercier nos 2 intervenantes aujourd'hui, n'oubliez pas de remplir les petits papiers avec vos commentaires. Ça nous aide à chaque fois à continuer d'améliorer nos CFPJ Buzz. Voilà. Pour les intervenants aussi, ça les aide. Et pour les intervenants aussi, ça les aide absolument. Ce que vous avez préféré, ce qui vous a éventuellement manqué, etc. On passera parmi vous, pour ceux qui resteront, pour quelques interviews. Vous retrouverez le commentaire de cette matinée d'ici 48 heures en ligne. Et merci beaucoup Alina. Merci beaucoup Claire, que je vous propose d'applaudir. Merci.